Il était une fois une petite élite avec de très gros comptes en banque. Et une mission, sauver le monde grâce à l'argent. Yeah, give your money away. I've given over 100 billion. Voilà qui a tout d'une saga héroïque. Depuis des générations, les plus riches aident les plus pauvres, avec des dons énormes dédiés à la culture, l'éducation, la recherche et au bien commun. Mais quand de telles sommes sont en jeu, s'agit-il vraiment de pure générosité? Eh oui, l'idée que la richesse est notre planche de salut est tenace. Mais ce scénario idyllique est-il crédible? Les riches rendent-ils réellement notre monde meilleur? Le contrôle des armes nucléaires, l'émission Un rue Sésame, le vaccin contre la fièvre jaune, tous ont un point commun, la philanthropie. Ce terme vient du grec ancien et désigne rien de moins que l'amour de l'humanité. Dès l'Antiquité, des gens riches font des dons et servent l'intérêt général. Mais au fil de l'histoire, les bonnes actions individuelles se transforment en vastes systèmes de dons qui pèsent des milliards. Comment en est-on arrivé là? La piste remonte à une époque tourmentée. La fin de la guerre de sécession en 1865 ouvre la voie à un bouleversement radical. L'industrialisation fait prospérer l'économie. Dans ce contexte, des millions de personnes se tuent à la tâche dans les usines, souvent pour des salaires de misère. Leur vie est marquée par la pauvreté, alors que la richesse explose. Dans les années 1870, on estime que le pays compte une centaine de millionnaires. En 1892, ils sont déjà environ 4 000. Et en 1916, près de 23 000. Au sommet de la richesse se trouvent deux hommes dotés d'une fortune exceptionnelle et qui multiplient les dons. C'est au début du XXe siècle aux États-Unis que la philanthropie moderne telle qu'on la connaît s'est véritablement mise en place. Et elle a façonné notre conception actuelle de la philanthropie. L'auteur et chercheur Rodri Davis étudie l'histoire de la philanthropie. Et son point de départ, ce sont eux, John D. Rockefeller et Andrew Carnegie. Alors, Dame Liberté, lequel de ces philanthropes aura tes faveurs? Le candidat numéro 1, John D. Rockefeller, baron du pétrole et homme le plus riche de son temps. Il soutient la recherche médicale, aide à combattre les maladies et détient le monopole du marché pétrolier américain. Ou le candidat numéro 2, Andrew Carnegie, millionnaire autodidacte et magnat de l'acier. Il construit des bibliothèques, finance des universités et la recherche, mais fait travailler ses ouvriers dans des conditions dangereuses et tolère la violence contre les grévistes. Les méthodes commerciales des industriels sont plus que discutables. Mais leur fortune colossale est bien là. Et ce n'est pas un hasard si une partie de cet argent est consacrée à des œuvres caritatives. Leur motivation était plutôt sincère au départ. Ils étaient conscients de leurs responsabilités dans ce monde truffé de problèmes, mais ils savaient aussi que leur réputation de barons voleurs les obligeait à faire quelque chose pour montrer qu'ils n'étaient pas totalement mauvais. Carnegie et Rockefeller croient au capitalisme qui les enrichit. Mais ce système ne produit pas seulement d'énormes fortunes, il engendre aussi des inégalités sociales. Dès cette époque, on constate que la philanthropie naît là où les inégalités sont particulièrement importantes. Carnegie croit que celui qui profite doit aussi assumer une responsabilité. Pour lui, la philanthropie est donc un devoir moral. Qui meurt riche meurt déshonoré. C'est ainsi qu'il le formule dans son essai « L'Évangile de la richesse ». Il s'agit d'ailleurs de la lecture préférée de Bill Gates, sans doute le plus célèbre philanthrope de notre époque. Cet évangile de la richesse était une justification de l'inégalité. Au XIXe siècle et au début du XXe, cette conviction se mue en stratégie. Aux États-Unis, la pression sociale s'accentue.
Les grèves, les grands mouvements ouvriers et les revendications en faveur d'une protection sociale deviennent une menace aux yeux des grandes fortunes. Ils ont commencé à se dire que s'ils n'agissaient pas, la classe ouvrière finirait par se soulever et tenter de les renverser. Quand elle est redistribuée, la richesse devient plus difficile à attaquer. Celui qui finance écoles, bibliothèques et hôpitaux fait baisser la pression sociale. La principale peur des riches, c'était la menace communiste. Mais ils redoutaient aussi le danger plus subtil du socialisme et de la protection sociale assurée par l'État. L'émergence de l'État-providence était pour eux une sorte d'épouvantail. C'est dans ce climat qu'émergent les grandes fondations et les immenses projets de bienfaisance qui marquent le début de la philanthropie moderne. Mais une chose reste intacte, le système qui engendre la richesse. C'est possible. Que l'existence de ces immenses fortunes ait freiné le développement d'un État-providence qui aurait pu garantir de manière plus sûre les droits humains fondamentaux. Ted Lechterman est philosophe politique. Il s'intéresse aux conséquences sociales de la philanthropie. Et il observe une dynamique typique. Très souvent dans l'histoire, une même crainte revient, celle du paternalisme. Autrement dit, le donateur, celui qui est en position de force, empiète sur l'autonomie du bénéficiaire vulnérable, décide à sa place de ce qui est bon pour lui et passe outre sa volonté. En clair, le donateur décide pour les autres. On est loin d'un geste totalement désintéressé. Alors, est-ce que tout ça ne relèverait pas surtout de l'intérêt personnel ? La question est loin d'être nouvelle. Donner, aider, faire le bien, les êtres humains l'ont toujours fait, n'est-ce pas ? Les grands penseurs y réfléchissent eux aussi depuis toujours. Et qui sait ? Si Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau s'étaient rencontrés, ils se seraient peut-être livrés à une joute philosophique sur le sujet. Le premier philosophe anglais prend position au XVIIe siècle. L'être humain serait égoïste par nature. Le second, philosophe genevois du XVIIIe siècle, lui répond que la compassion est un élément fondamental de la nature humaine. Alors, qui des deux a raison ? De nombreux éléments suggèrent que c'est un peu les deux. Mais dans la réalité, l'altruisme pur, qui consiste à donner sans attendre quoi que ce soit en retour, est rarissime. Beaucoup de sociétés de chasseurs-cueilleurs partagent le butin, parce que tout le monde ne revient pas à la besace pleine. Et forcément, celui qui donne augmente ses chances de recevoir en retour. En biologie évolutive, c'est ce qu'on appelle l'altruisme réciproque. Avec les dons XXL des ultra-riches, la philanthropie devient un cocktail de motivation. Culpabilité, souci de son image, quête de reconnaissance sociale, sans parler du sentiment gratifiant qu'on éprouve en faisant le bien. Les économistes parlent souvent du don gratifiant, qui déclenche une montée de dopamine. Denken Sie über den Wohltätigkeitszweck heute Abend. Das ist sehr schön und es ist sehr zu begrüßen. Donc philanthropie et intérêt propre ne s'excluent absolument pas. Et ce n'est pas nouveau. L'idée d'affecter durablement des biens à une cause précise est très ancienne. À la fin du 3e millénaire avant notre ère, en Égypte, on pense que les morts peuvent devenir des esprits ancestraux et qu'ils viennent en aide à leurs descendants depuis l'au-delà. Les vivants entretiennent ce lien par des offrandes et des rituels. Le culte des morts est censé rendre les esprits bienveillants, tout en maintenant leur pouvoir sous contrôle. Ces structures ancestrales comptent peut-être parmi les formes de fondations caritatives les plus anciennes au monde. Les Égyptiens le montrent déjà. Donner, c'est aussi agir dans son propre intérêt. Le culte des morts contribue à stabiliser l'ordre universel. Intérêt propre et bien commun vont souvent de pair. Dans le Moyen-Âge chrétien, la charité est érigée en vertu. Les gens font des dons parce que l'Église le veut ainsi. Mais ces aumônes n'aident pas seulement les pauvres. Elles ont un tout autre but.
La charité commence surtout par soi-même. Il s'agit de s'assurer une place au paradis et de se purifier avant de mourir. Donner est aussi un bon moyen de connaître un sort meilleur dans l'au-delà. Les dons fonctionnent comme des points de récompense pour la vie après la mort. Un schéma qui traverse les époques et les religions sous différentes formes, de l'islam au judaïsme, en passant par l'hindouisme et le bouddhisme. La religion expliquait aux gens pourquoi il était important de donner. Au Moyen-Âge, on fournit une explication très concrète. La pauvreté n'était pas un problème à résoudre. Elle était là parce que Dieu avait décidé que certaines personnes avaient de l'argent et des ressources et d'autres non. Les aumônes soulagent la misère, mais elles ne changent rien à la hiérarchie voulue par Dieu. De l'inégalité sociale naît une répartition des rôles bien définie. Les riches donnent, les pauvres prient pour leurs bienfaiteurs. Les deux parties respectent leur rôle et sont d'une certaine façon liées l'une à l'autre. Et c'est ce lien entre riches et pauvres qui permet de maintenir l'ordre social. La philanthropie comme gardienne de l'ordre social, longtemps le modèle semble tenir, jusqu'à ce qu'un nouveau courant de pensée le fasse voler en éclats. Avec l'humanisme et les Lumières, une idée radicale s'impose. La pauvreté n'est plus une fatalité divine, c'est un problème social. Les gens commencent à se demander si la philanthropie ne devrait pas s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté et de l'inégalité. La philanthropie peut désormais résoudre des problèmes, et cette idée change tout. Elle reste intéressée, mais devient en même temps un levier de transformation sociale. Un exemple illustre de manière frappante ce que ça implique. Dans l'Amérique des années 1950, tout tourne autour de la famille. On se marie jeune, le baby boom bat son plein. L'idéal du moment est sans ambiguïté. La femme comme ménagère, épouse et mère. C'est précisément à cette époque qu'une femme ose une action radicale et philanthropique. Catherine McCormick est une militante féministe. Déjà engagée dans la lutte pour le droit de vote des femmes, elle a hérité d'une grande fortune de son mari. Et cet argent va financer le développement de la pilule contraceptive. Pour elle, contrôler sa reproduction était indissociable des droits des femmes. Elle y voyait un outil d'émancipation qui devait rester entre les mains des femmes. Joan Marie Johnson est historienne spécialisée dans l'histoire des femmes aux États-Unis. Elle montre comment la philanthropie est devenue un vecteur d'émancipation féminine. Catherine McCormick utilise la philanthropie comme un levier d'autonomie. La militante s'intéresse au contrôle des naissances depuis des décennies. En 1953, elle commence à financer la recherche sur la pilule contraceptive. Une entreprise risquée. Le contrôle des naissances est considéré comme tabou, immoral, radical. Dans certains États fédéraux, la contraception est même illégale. La recherche se heurte à une résistance massive. Face à l'opposition du gouvernement, de la société et des laboratoires pharmaceutiques, il était crucial d'avoir le soutien d'une personne comme elle, qui croyait en la cause et qui était prête à sortir son chéquier. Catherine McCormick finance le personnel, les frais de laboratoire, les équipements, les études. En valeur actuelle, elle investit environ 20 millions de dollars. À une époque où les femmes ont peu d'influence politique, sa richesse devient un instrument de pouvoir. C'était un engagement constant. Elle voulait connaître tous les détails. Bien sûr, elle tenait aussi à s'assurer que son argent était dépensé à bon escient. En 1960, c'est la percée. La pilule contraceptive débarque sur le marché et la révolution sexuelle se met en marche pour de bon. Les femmes accèdent à une nouvelle liberté.
Elles investissent plus de temps dans leurs études et leur carrière. La pilule change la face du monde. Sans l'intervention de Catherine McCormick, je suis sûre que la pilule n'aurait été développée, approuvée et commercialisée que bien plus tard. Le processus aurait été beaucoup plus long et plus laborieux. Cet exemple le montre. La philanthropie peut accélérer le progrès et faire avancer des causes délaissées par l'État et le marché. Une sorte de capital-risque au service de la société. Et c'est une réalité partout dans le monde. Non seulement à travers des investissements dans la science, mais aussi dans la défense des droits humains. La philanthropie soutient les campagnes britanniques contre l'esclavage au XVIIIe et XIXe siècle, les programmes de lutte contre le sida à partir des années 1980, ainsi que le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud. La philanthropie a un pouvoir de transformation. Un autre exemple montre comment l'argent privé peut façonner le développement de sociétés entières. La Révolution verte. En pleine Seconde Guerre mondiale, une fondation s'attaque à l'un des plus grands problèmes de l'humanité. L'idée, c'était de vaincre définitivement la faim dans le monde grâce à des moyens technologiques. C'est la fondation Rockefeller qui relève ce défi majeur. Point de départ, le Mexique. Un pays rongé par la pauvreté et la famine, au rendement agricole faible. Conjointement avec le gouvernement mexicain, la fondation américaine y crée en 1943 le Programme agricole mexicain. Il s'agissait d'introduire la science et la technologie dans les campagnes pour que les Mexicains puissent, grâce à ces outils, prendre leur destin en main. Gabriela Soto Laveaga est historienne. Dans son dernier ouvrage, elle explore ce projet du point de vue mexicain. Le programme est censé moderniser l'agriculture mexicaine. De nouvelles variétés de blé y sont développées et les résultats sont exceptionnels. C'est un bouleversement énorme. Dès 1956, le Mexique est autosuffisant en blé. Le Mexique passe de pays importateur à exportateur de blé. Puis émerge une nouvelle variété, un super blé, adaptable et plus court, qui même avec beaucoup d'engrais ne se couche pas. Les retombées ne se font pas attendre, la production s'envole. Les nouvelles variétés se répandent jusqu'en Inde et au Pakistan. C'est ce qu'on appelle la Révolution verte. Un immense succès économique et pour les populations, puisque 100 millions de personnes dans le monde auraient échappé à la famine. Cette success story ne raconte que la moitié de l'histoire. Elle passe sous silence les intérêts politiques des États-Unis et le fait que le Mexique avait déjà ses propres projets. Pour bien comprendre, il faut remonter à 1910. La révolution mexicaine éclate. Les paysans se battent pour la terre et la justice sociale. Et en 1917, une nouvelle constitution promet des réformes sociales et des droits fonciers pour les paysans. L'idée était profondément socialiste. Une société égalitaire qui profiterait à tous. Lorsque le programme agricole démarre des décennies plus tard, le Mexique intègre depuis longtemps déjà l'agriculture à sa politique de réforme et mène ses propres recherches agronomiques. Mais l'afflux massif de dollars de la fondation américaine déplace les priorités lors de sa mise en œuvre. C'était une vision radicalement opposée à celle que proposait la fondation Rockefeller, qui prônait un modèle très capitaliste de transformation de la société agraire. Ce n'est plus seulement de la politique agricole, mais de la géopolitique. La Révolution verte avait aussi pour objectif de stabiliser le monde pour qu'il ne bascule pas dans le communisme. La philanthropie devient donc aussi un instrument politique à l'étranger. L'agriculture s'inscrit désormais dans une stratégie d'influence mondiale, une démarche alimentée par la peur. Le programme agricole naît pendant la Seconde Guerre mondiale, une période où, aux États-Unis, l'alimentation devient une question de sécurité nationale. Et avec la guerre froide, l'inquiétude grandit à Washington.
Responsables politiques, scientifiques et fondations relaient un récit bien rodé. La population augmenterait plus vite que la production alimentaire, notamment dans les pays du Sud global. C'est ce qu'on a alors appelé le tiers-monde. Et l'idée, c'était en gros que cette région était une bombe démographique à retardement qui allait déverser sur le reste de la planète des populations jugées, entre guillemets, indésirables. Dans cette logique teintée d'idéologie, la faim apparaît comme une conséquence directe de la surpopulation. On craignait surtout que la faim pousse les gens au désespoir et que ces populations désespérées soient tentées par le communisme. On le voit ici. La philanthropie ne se contente pas de financer les réformes. Elle les façonne au service de ses propres intérêts. Et ses conséquences sont structurelles. Au Mexique, la révolution verte importée laisse derrière elle de lourds dommages environnementaux. De nombreux petits paysans s'endettent, perdent leurs terres et l'accès à l'eau. La faim n'est pas un problème scientifique. C'est un problème de société. La révolution verte nous a montré qu'il faut s'attaquer aux structures et qu'on ne règle pas la question avec la technologie seule. C'est à mon sens la leçon à retenir. La philanthropie peut intervenir profondément dans les structures sociales et, ce faisant, contribuer à orienter l'évolution d'une société. Au minimum, on peut dire qu'une bonne part de la philanthropie creuse certaines inégalités de pouvoir. Et si on considère que ce sont aussi des inégalités sociales, alors oui, la philanthropie contribue à faire perdurer certaines formes d'inégalités. La philanthropie est un levier. Celui qui l'actionne peut ouvrir des portes ou les fermer aux autres. La philanthropie, aussi généreuse ou bénéfique qu'elle soit, reste une manifestation du pouvoir. Et dans certains cas, un abus de pouvoir. C'est là que s'ouvre un débat de fond. Ceux qui distribuent des millions, voire des milliards, choisissent quelles idées seront soutenues et lesquelles ne le seront pas, sans légitimité démocratique, ce qui peut être risqué ou novateur. L'un des arguments avancés pour défendre la philanthropie, c'est qu'il est formidable d'avoir tant de personnes riches et excentriques, capables de financer toutes sortes de projets improbables. Certains projets sont étranges, voire insensés, mais de temps en temps, l'un d'eux débouche sur quelque chose d'extraordinaire. Les causes que les ultra-riches privilégient et leurs convictions idéologiques sont variées. Mais en tout cas, ils ont un point commun. Ils veulent préserver leur fortune et leur pouvoir. Un pouvoir qui leur permet de garder la main sur des volets de la politique sociale. La philanthropie peut même devenir carrément dangereuse, comme l'illustre ce retour sur la première moitié du XXe siècle. À cette époque, aux États-Unis, on cherche des réponses aux crises sociales liées à l'industrialisation. Et l'eugénisme en trouve une. Les responsables seraient des patrimoines génétiques prétendument inférieurs. Sur cette base, des êtres humains sont discriminés, stérilisés de force, assassinés. Longtemps, cette idéologie passe pour une science légitime. De grandes fondations financent la recherche en eugénisme et contribuent à diffuser ces idées néfastes. Certains des projets financés par des philanthropes progressistes aux États-Unis dans les années 1920 et 1930 ont été repris par le parti nazi en Allemagne dans les années 1930, puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont servi de fondement à des atrocités. La philanthropie n'agit pas automatiquement dans l'intérêt de l'humanité, ni des plus vulnérables. Pourtant, l'argent donné par les ultra-riches échappe largement à tout contrôle. Et c'est précisément pour ça que cette question nous concerne tous. Chacun d'entre nous devrait avoir les mêmes possibilités d'influer sur notre vie commune. Alors quand certains parviennent à convertir leur richesse en une influence supérieure à celle des autres, c'est antidémocratique. C'est quelque chose qu'il faut interroger, dénoncer et contester. Aujourd'hui, le problème s'aggrave. Car le fossé se creuse non seulement entre les pauvres et les riches, mais entre les pauvres et les ultra-riches. Et ça change les règles du jeu. Le fait que notre système permette de convertir cette richesse en influence politique entre fortement en contradiction avec la démocratie.
Nous sommes aujourd'hui face à des défis majeurs. Le climat, la santé, la faim, les fractures sociales, la guerre. Et à chaque crise, l'espoir grandit de voir émerger des solutions financées à coups de milliards. Une question me préoccupe particulièrement en ce moment. C'est la pression croissante que subit la démocratie partout dans le monde. La philanthropie fera-t-elle partie de la solution ou du problème? Si les plus riches s'emparent toujours plus des grands problèmes du monde, le bien commun n'y trouve pas forcément son compte. L'histoire le prouve. La philanthropie peut faire avancer le progrès. Mais surtout, elle déplace le pouvoir. Les riches ont-ils rendu notre monde meilleur? C'est une question difficile pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps à réfléchir à la philanthropie. Pour faire court, je dirais oui, mais avec des réserves. Elle a un coût pour notre société démocratique. Il faut prendre du recul et porter un regard plus critique sur ce que font les riches. La philanthropie en dit peut-être moins sur le progrès d'une société que sur les inégalités qu'elle maintient.